Allez. Revenir après. Ben c'est parfait, parce qu'effectivement, on a notre invité Vincent Voilà. Pavant qui a pu se connecter, qui est chercheur, mathématicien et président de l'association Réinfo Liberté. On rappelle, à l'époque, alors Lazare est parti, je voulais mettre les panneaux, on va essayer de remettre l'image. Réinfo Liberté avait loué des panneaux publicitaires, comme vous voyez dans la ville, ces grands panneaux géants qui effectivement essayaient de donner des informations que l'on ne voyait pas dans les médias, que l'on n'entendait pas dans le discours gouvernemental et dans les discours gouvernementaux en général de nos politiciens, et on voyait des informations qui nous alertaient sur la dangerosité des vaccins Covid. Et alors, que s'est-il passé? Il y a eu une première attaque contre Réinfo Liberté où on leur a dit on ne peut pas dire n'importe quoi, comme s'ils disaient n'importe quoi et que ça n'était non fondé. Et finalement, on se rend compte que la liberté d'expression la limite de la liberté d'expression est quand elle s'oppose au gouvernement. C'est quand même extrêmement grave. Bonjour Vincent Pavant, on a un grand décalage, donc je vais vous laisser présenter sans vous interrompre. Merci Romain, on a effectivement un petit décalage, je suis désolé. Oui, donc rappelez l'affaire des affiches de Toulouse, comme vous l'avez introduit. Ça se passe en août 2022. Ça fait un an déjà que les vaccinations sont quasi obligatoires par le pass sanitaire, le pass vaccinal ensuite, la loi sur les soignants. On a pas mal de retours de chiffres sur le VAERS et l'EMA, c'est-à-dire que avec Emmanuel Darle, donc, on télécharge les fichiers, on fait les modèles statistiques, on calcule, et on arrive à cette conclusion que si on prend les chiffres de la pharmacovigilance et qu'on les redresse surtout par le facteur de sous-déclaration. Parce que un des gros problèmes qu'il y avait dans cette campagne de désinformation, on peut le dire, menée entre autres par l'ASM, qui a menti sciemment sur les chiffres, c'est que dans la vaccination, seuls 5 à 10% des effets indésirables remontent, parce qu'on est dans ce qu'on appelle une pharmacovigilance passive. Autrement dit, les effets indésirables qui remontent dans les bases de données sont celles qui sont déclarées spontanément par les individus, mais il n'y a pas de pharmacovigilance donc qu'on appelle active, où on va choisir un échantillon représentatif de personnes qu'on va suivre dans le temps et pour lesquels on va de manière donc exhaustive sur cet échantillon représentatif faire l'ensemble des effets indésirables. Ce qui fait qu'il y a toujours des effets de sous-déclaration qui ont été reconnus par tout le monde, par en particulier par l'OPQST, et ce chiffre en fait de sous-déclaration, on le connaît, seuls 5 à 10% des effets indésirables remontent. Raison pour laquelle, quand on avait fait les chiffres de pharmacovigilance avec Emmanuel Darle, on avait tout naturellement pris soin de redresser donc les chiffres qui étaient donnés par la pharmacovigilance passive du facteur de redressement. Et c'est ça qui nous avait fait tomber donc sur ce fameux chiffre de un effet indésirable grave pour 100 injections, avec évidemment pour les enfants des potentialités extrêmement graves sur les myocardites qui déjà étaient à l'époque, dès le mois d'été 2021, en fait, étaient connus en particulier en Israël comme étant des effets indésirables majeurs sur les jeunes, qui hélas n'a fait qu'être confirmé depuis. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que typiquement, en août 2022, quand on fait cette publication donc d'affiches à Toulouse, se tient un congrès de la Société européenne de cardiologie qui va faire état donc d'une publication dans laquelle, sur un échantillon et sur des études donc en population, chez les jeunes, les effets de myocardite et les effets donc de pathologie cardiaque étaient estimés à 2,8%, entre 2,3 et 2,8% en fait, des jeunes qui étaient vaccinés. Donc on est vraiment sur quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement important, pour lesquels on avait besoin d'alerter la population, notamment les parents vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, il est tout à fait reconnu, et c'était déjà le cas à l'époque, hélas, que les enfants n'étaient absolument pas une population à risque vis-à-vis du Covid, et en réalité, c'était la population entière qui pouvait être protégée du Covid, notamment par des soins précoces, notamment par des soins prophylactiques, et au fond, cette maladie était peut-être une maladie qui était assez facilement soignable, à condition, bien sûr, de vouloir s'en donner un petit peu les moyens. Un des gros problèmes de ça, c'est que reconnaître qu'il y avait des traitements actifs empêchait l'autorisation de mise sur le marché conditionnel pour le vaccin, et donc on connaît toute l'histoire qui a amené donc à faire la guerre à la chloroquine, à l'ivermectine,
et de manière générale à tous les traitements précoces qu'on pouvait avoir sur cette maladie. Donc voilà, l'association Réinfo Liberté, en août 2022, prend la responsabilité d'annoncer sur la base donc des données de l'OMA et du VAERS donc américain, eh bien les calculs donc statistiques tout à fait reproductibles, évidemment grevés du facteur de redressement reconnu par la NSM, reconnu par l'OPQST, reconnu par toutes les autorités de santé, qui arrivaient donc à ce chiffre hallucinant d'un effet indésirable grave pour 100 injections. Et donc là, il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que cette campagne d'affichage se passe à Toulouse. Et à Toulouse, il y a un médecin de plateau télé très bien connu qui s'appelle Jérôme Marty, qui est donc propriétaire d'un centre de soins, enfin, qui travaille dans un centre de soins à Toulouse, une clinique, je crois. Et il se trouve que ceux qui ont été sélectionnés par l'afficheur qu'on avait, avec lequel on avait un contrat, il y avait un panneau qui était juste en face de la clinique du fameux docteur Marty, qui a tweeté, quand il a vu ça, j'ai failli m'étrangler en voyant ces affiches, et c'est lui qui va faire une espèce de cirque comme ça, médiatico-judiciaire, pour dire c'est scandaleux, ces affiches qui vont désinciter à la vaccination, il faut absolument les interdire. Et donc le préfet prendra un arrêté dans lequel il va suspendre l'affichage des informations numériques chiffrées qu'on donnait avec Réinfo Liberté, avec le Conseil scientifique indépendant, sur la base donc des calculs des manuels et des modèles qu'on avait fait tous les deux. Et alors, il va utiliser, puisque bon, en France, comme dans beaucoup de pays, si vous voulez, occidentaux, il y a quand même un principe de liberté d'expression. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle une dictature. On va y arriver assez rapidement. Et donc, la liberté d'expression, c'est une liberté qui n'a d'autres limites que ce que ça pourrait provoquer d'incitation à la haine, de troubles à l'ordre public. Donc, si vous voulez, on peut interdire, pourquoi pas, des campagnes de communication publique, mais il faut vraiment qu'il y ait des raisons extrêmement bien établies qui concourent à des menaces très graves. Vous ne pouvez pas, évidemment, faire d'appel à la haine sur des panneaux. Vous ne pouvez pas en arriver à l'ordre public. Et donc, le préfet va interdire ces affiches, en fait, au nom du trouble à l'ordre public que ça représenterait. Alors, vous allez voir, c'est assez alambiqué comme explication. Donc, pour justifier essentiellement de l'interdiction qu'il va faire de ces affiches, il va écrire la chose suivante. Donc, je lis ce qui était l'arrêté préfectoral, donc en août 2022, au moment où moi je le reçois en tant que président de Réinfo Liberté, puisque c'est Réinfo Liberté qui a payé cette campagne d'affichage. Et on remercie bien sûr tous les donateurs de Réinfo Liberté de nous avoir donné les moyens de faire ça, parce que ça a été quand même un moment important de la vie démocratique à l'époque, au moins pendant une dizaine de jours, le temps que les médias mainstream s'en emparent et que l'affaire fasse un peu le tour des plateaux télé de la justice. Le préfet écrit cela, donc je vous le dis, ça dure quelques lignes. Considérant que la diffusion de cette campagne publicitaire, alors c'est pas la campagne publicitaire qu'on fait, c'est une campagne d'information, mais bon, on voit déjà le parti pris préfectoral, est susceptible de porter atteinte à la protection de la santé publique en désincitant à la vaccination qui constitue aujourd'hui le principal outil de lutte contre la propagation ou la reprise de l'épidémie de Covid-19. Donc, déjà, vous êtes dans l'idéologie la plus totale, parce que une des questions, c'était est-ce que vraiment, justement, cette vaccination empêchait la propagation? On le sait que non. Ça avait été justement le passage de Jenny Small, en fait, on le sait, devant le Parlement européen, qui dit mais bien sûr que non, on n'a jamais testé cette campagne de vaccination contre la propagation, mais le préfet reprend, si vous voulez, la propagande médiatique, médicale de l'époque, et puis voilà. Que compte tenu de l'ampleur de la campagne d'affichage et de la tromperie qu'elle contient. Alors attendez, excusez-moi, quelle tromperie ça contient? Et là, il y a quand même un point important, c'est-à-dire que parallèlement donc à cette interdiction administrative préfectorale, une plainte a été déposée au procureur de Toulouse justement pour diffusion de fausses informations au nom de la loi donc de 1881 sur la liberté de la presse. Mais curieusement, ce dépôt de plainte ne donnera lieu à aucune action du tribunal. En fait, le procureur va classer l'affaire. Moi-même, en tant que président de Réinfo Liberté, j'aurais dû être convoqué par un juge d'instruction ou par un procureur en cas de diffusion manifeste, si vous voulez, de fausses informations
concernant ces vaccins-là. Or, ça n'a jamais été le cas. Ce qui veut dire que la tromperie qui serait contenue dans ces affiches n'est absolument pas établie. Et donc, c'est une espèce d'escroquerie, si vous voulez, du préfet que de dire qu'il y aurait effectivement une tromperie. Pour ce d'autant qui touche un public déjà passé très importante et parfois empreinte de violence. Donc, les gens qui protestent contre des politiques sanitaires sont des gens violents. Donc, c'est des gens violents, antisémites, extrême droite, blablabla. Donc, la litanie habituelle de la caricature, bien sûr, des humoristes ou des gens qui se sont indignés contre tout ça. Bon. Dans ce département, donc le 31 à Toulouse, contre les mesures sanitaires anti-Covid et notamment l'obligation vaccinale des soignants, que par suite c'est des incitations et de nature à l'approche de l'automne et d'un risque de regain d'épidémie à favoriser une reprise des contaminations et un engorgement des établissements de santé déjà très sollicités et en sous-effectif chronique. Bon, c'est pas notre faute si c'est en sous-effectif chronique. Qu'une telle campagne représente une menace pour l'ordre public pris dans sa composante de santé publique. Autrement dit, ce que nous dit le préfet pour interdire l'affichage, c'est que c'est une campagne de désincitation à la vaccination qui est une tromperie qui va faire en sorte que l'épidémie se diffuse partout. Comme l'épidémie va se diffuser partout, on va avoir beaucoup plus de gens qui vont être malades. Comme ils seront malades, les hôpitaux vont être engorgés. Comme ils seront engorgés, ce sera un trouble à l'ordre public. Waouh! Il faut être carrément, si vous voulez, pas bien dans sa tête pour avoir de tels raisonnements. D'autant plus qu'on savait déjà, il y avait déjà eu en 2021, on le sait, le rapport de la TIH qui avait établi qu'en 2020, il n'y avait absolument eu aucune saturation des hôpitaux pour cause du Covid, pas plus en soins réguliers, puisque les chiffres étaient pas plus de 5% de l'ensemble des données hospitalières avaient été prises par le Covid. Et en réa, c'était moins de 2%, 2% en hospitalisation générale et 5% en réa. Donc autrement dit, il n'y a rien qui tient dans ce raisonnement. Vous n'avez aucune raison d'interdire cet affichage, sauf qu'évidemment, ça contredit la communication officielle du gouvernement et le préfet étant bien sûr aux ordres du ministère de l'Intérieur, si vous voulez, il s'agissait de faire en sorte que Réinfo Liberté ne puisse pas avoir la parole là-dessus. Donc on est en pleine atteinte à la liberté d'expression dans sa plus pure splendeur. C'est passionnant. Je préférais ne pas vous arrêter parce que vu la connexion que l'on a, fallait mieux que vous puissiez en tout cas avoir ce droit de réponse par rapport à cette décision de justice. On rappelle que c'est Maître David Guyon qui encore une fois qui vous soutient. Il n'y a pas que lui comme comme avocat courageux, mais voilà, il faut s'appuyer sur des avocats aussi courageux qui défendent la liberté d'expression. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions aujourd'hui de se dire. Bon jusqu'à où va notre liberté d'expression si on ne peut pas en fait critiquer les chiffres du gouvernement. Alors on a bien compris votre avis là-dessus. Juste avant qu'on vous laisse, alors il nous reste que 5 minutes avant, on va devoir enchaîner sur d'autres sujets, mais vous aviez un avis finalement, vous m'avez parlé, on en a parlé au téléphone cette semaine, sur le Betaram. Vous abordez la question sous un autre angle. Alors je passe du coq à l'âne, on a parlé du Betaram au début mais tant qu'on est avec vous Vincent Pavant, voilà, c'est important de pouvoir aussi faire passer la connaissance. Alors désolé pour les gens qui... C'est vrai que c'est un petit peu, la transition est un peu rude, mais sur ce sujet-là, en tout cas, je pense que c'est important que vous puissiez partager votre savoir dessus. Oui, merci beaucoup de me donner la parole aussi. Alors, je suis en train de terminer un ouvrage de recherche sur, effectivement, de manière générale, l'aide sociale à l'enfance et ce qu'on appelle une généalogie, c'est-à-dire essayer de comprendre comment historiquement s'est construit ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, l'affaire de Betaram, c'est une affaire de l'aide sociale à l'enfance pour une raison simple, c'est que Bayrou, au moment où donc il est saisi des faits, il est président du conseil général des Pyrénées, donc 64 Pyrénées-Atlantiques, et il a à ce titre donc en charge de la protection de l'enfance. Ça a été rappelé par de nombreux commentateurs sur ce qui se passait actuellement. Et en réalité, ce que va faire Bayrou, c'est qu'il va intervenir directement dans une affaire de pédocriminalité où des enfants qui sont dans ce qu'on appelle un ordre concret, c'est-à-dire une institution qui a en charge le fait d'accueillir des enfants, d'organiser leur vie. Il y a un internat dans ce collège, dans ce lycée, il y a beaucoup de gens qui y passent du temps. Et donc, il y a des actes criminels, donc des viols, mais pas que des viols, il y a aussi des violences répétées à l'égard des enfants. Il y a une information qui est ressortie d'un enfant qui avait été frappé à tel point qu'il avait perdu l'usage d'une oreille. Effectivement, donc on parle des faits extrêmement graves, extrêmement violents. Dans ce collège, la femme de Bayrou travaille en tant que catéchèse, et donc en réalité, il y a un de ses enfants donc il connaît parfaitement la situation, chose qu'il essaye de nier. Mais donc quand il va apprendre des faits, et quand le père Vicard donc
va être... Et donc, en réalité, il est ainsi pris Il y a un décalage. pris en charge par la justice. Donc, quand le père Vicard va être pris en grippe par la justice, en fait, Bayrou va intervenir. Va intervenir, on le sait, devant le juge, en fait, et même le procureur général. Le juge est son voisin, dit-il. Et du coup, il va demander quelque part qu'on mette un peu l'affaire sous le tapis. Et en fait, c'est caractéristique ce qui se passe du fait que dans les structures départementales, donc où l'aide sociale à l'enfance est à la charge du département, eh bien, ces membres donc chargés de la protection de l'enfance sont en capacité, en réalité, d'agir sur la police et sur la justice pour eh bien faire taire les affaires qui touchent d'une manière ou d'une autre les gens qui ont en charge donc les enfants, que ce soit dans diverses instructions donc d'instruction d'éducation publique ou dans les foyers et les familles d'accueil. Aujourd'hui, on a en plus de Betaram l'affaire de Châteauroux qui a eu lieu il y a quelques mois et en fait où des familles d'accueil absolument malfaisantes eh bien avaient maltraité des enfants. Les mettant en particulier sous cachet, les battant et encaissant l'argent du département pour les prendre en charge sans évidemment les prendre en charge. Et alors en fait, cette idée que le département, lorsqu'il a en charge les enfants, va intervenir sur la justice et sur la police en fait pour étouffer les affaires qui la mettraient en cause, ça existe depuis le début. Donc le premier juge des enfants est nommé en 1912 en France. Et les premières lois donc, sur ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance et donc sur la possibilité tout simplement de séparer des parents des enfants sous divers prétextes, en fait, datent de 1889. Et à l'époque, donc, oui, les placements abusifs, bien sûr. À l'époque, donc, il y a deux juges emblématiques qui vont être les premiers juges pour enfants qui s'appellent donc Georges Bonjean et Henri Rollet, qui vont être des espèces comme ça de personnes un peu toutes puissantes qui viennent de la philanthropie, qui sont d'abord avocats et qui vont devenir juges, mais en même temps qu'ils sont juges, en réalité, ils exploitent eux-mêmes des établissements qui reçoivent des enfants. Et en fait, ils vont être effectivement jugés partis, si vous voulez, un petit peu des déplacements, c'est-à-dire que d'un côté, en tant que magistrat, ils vont ordonner des placements, et d'un autre côté, en tant que philanthrope responsable, donc de ce qu'on appelle des colonies qui vont accueillir les enfants, eh bien, ils vont recevoir l'argent du département. Et donc, cet argent du département, il va en plus leur servir les enfants, à louer les enfants, à sous-louer les enfants, si vous voulez, à d'autres structures pour faire un peu plus d'argent sur le dos des enfants. Et dès le début, vous avez une corruption majeure, si vous voulez, des structures qui prennent en charge l'aide sociale à l'enfance, que ce soit évidemment les structures privées qui accueillent les enfants, que ce soit la justice, donc qui fonctionne un petit peu main dans la main. Et bien sûr, il y a des exactions abominables qui sont perpétrées contre les enfants dans ces structures privées qui sont gérées par des gens qui sont proches de la magistrature, si vous voulez. Et évidemment, il va y avoir des interactions qui font que quand des scandales se profilent, eh bien, on va utiliser les proximités de la justice et de l'administration, si vous voulez, pour pouvoir étouffer les affaires. Donc dès le début, le problème, si vous voulez, de déplacement d'enfants, et ici, c'est pas déplacement d'enfants, mais c'est quand même une exploitation des enfants par l'argent que va générer la structure, si vous voulez. Il y a des affaires très importantes dans Betaram, manifestement, liées au fait que le scandale éclabousserait, le scandale éclaboussant, évidemment que ça remettrait en cause la réputation de l'établissement et sans doute son recrutement. C'est la même chose pour les structures d'accueil d'enfants dans l'aide sociale à l'enfance. Et quand donc il y a un peu trop d'argent en jeu, quand le scandale menace effectivement de ruiner la réputation des établissements qui accueillent, que ce soit des établissements scolaires, que ce soit des établissements donc des familles d'accueil ou des associations qui reçoivent donc les enfants d'aide sociale à l'enfance, en général, le département, les gens qui ont de l'influence, qu'on appelle justement les ordres concrets dans la tradition donc, du droit de Carl Schmitt, va intervenir face à la justice et face à la police pour étouffer les affaires. Donc le scandale de Betaram, en fait, c'est un scandale structurel de l'aide sociale à l'enfance qui existe depuis le début. Depuis le début, en fait, l'aide sociale à l'enfance et d'une manière générale les structures qui accueillent les enfants qui gèrent de l'argent, étouffent tous les scandales qui sont liés à l'accueil des enfants parce que ça compromettrait beaucoup trop l'argent qui est reçu ensuite. Je rappelle, aujourd'hui, le budget annuel de l'aide sociale à l'enfance, c'est 9 milliards
d'euros par an, là où le budget de l'éducation nationale, c'est à peu près 65 milliards par an. Oui, tout à fait. L'ASE, c'est à peu près ces sommes-là. Voilà. Merci Vincent Pavant d'avoir pris le temps dessus. 9 milliards, effectivement, c'est des chiffres vertigineux. C'était intéressant d'entendre un autre son de cloche sur tout ce qu'on a pu entendre aussi sur ce sujet-là cette semaine. Merci encore d'être venu, et on rappelle, n'hésitez pas à aller voir les travaux et les actions de l'association Réinfo Liberté qui justement essaie de faire un travail courageux. On a besoin de gens sur le terrain et on a besoin d'associations. Merci encore Vincent Pavant, à bientôt. Merci beaucoup. Vincent. Ouais.